Vous écoutez Arte Radio. Dans cette audience, on a traversé beaucoup de silences. Des silences de victimes, dont on ne veut entendre que la souffrance liée à l'attentat. On leur a demandé de ne dire que cela. Et parfois, elles ont envie de dire autre chose. Le silence des accusés, qui n'ont pu s'exprimer que très tard. Et on a envie d'entendre ce qu'ont à dire les accusés, c'est quand même eux qu'on juge. Je n'ai pas le sentiment qu'ils se sont sentis suffisamment en confiance pour parler. Les émotions qui doivent rester contenues. Je comprends l'idée de vouloir exprimer des émotions à l'audience, c'est très fort ce qui s'y passe tous les jours. Mais la sérénité des débats veut qu'on ne le fasse pas et que ce soit respecté. Les micros qu'on laisse éteints. Donc je demande la parole au président qu'il ne me la donne pas. Mon intervention n'est pas enregistrée. Ce que l'on est en capacité ou non d'entendre dans une audience. Que le bruit des balles ne blesse pas à nouveau les victimes. Il ne faut pas diffuser sur la web radio. On a l'impression que vite, faut pas montrer, faut pas écouter, faut préserver les victimes, mais en fait, ça part d'une bonne intention. Mais je pense que ça ne répond pas aux attentes fondamentales des victimes elles-mêmes. Que le niveau du son soit baissé. Cela exposerait les victimes qui ne souhaitent ni voir, ni entendre. L'audience, c'était le lieu pour renouer avec les mots. Ces mots qui nous permettent de faire société et que, pour cette raison, le terrorisme veut détruire. Le terrorisme, c'est le contraire des mots. C'est le contraire des mots. Le procès du 13 novembre, sur écoute. Un documentaire de Aurore Juvenel et Mathilde Sergent-Mirbeau. Réalisé par Charlie Marcelet. J'ai été bouleversée par les plages de silence. 5e épisode, les silences. J'étais là pour les archives nationales. Je devais faire une synthèse écrite de ce qui se passait à l'audience. Mais au fil des mois, j'avais perdu mes mots. Alors, je me suis intéressée au silence. Mercredi 10 novembre 2021, à 13h53, le président demande le silence dans la salle. Il y en a eu pas mal des silences quand même. Bahareh Akrami, partie civile. Il y en a eu beaucoup pendant les témoignages. Des silences de partie civile, entre deux phrases. Quand les victimes déposent, c'est ça. T'as l'impression qu'à chaque début de truc, ça fait une poche sous vide, tu vois, genre le truc. Et là, le temps s'arrête, et il y a un silence, et on commence. David Fritz Göppinger, partie civile. Je sais pas si j'imagine que oui, mais t'as déjà cité un concert de musique classique où tu vois le chef d'orchestre qui lève les bras, et tu sais que ça va démarrer, et là tout le monde, tu vois, il y a un moment de grâce qui n'existe qu'à cet instant T dans cette salle de concert là, machin et tout. Et tous les regards sont portés vers ces baguettes et ces bras du chef d'orchestre, et les instruments vont bien, ils vont exister, ils vont fendre l'atmosphère, et la chef d'orchestre il fait et là on y va. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque déposition là-bas. En tout cas, parce que ce que je vois, ce que je ressens, c'est ça. Le silence, c'est toujours... Orly Rezlan, avocate de la défense. C'est toujours un moment assez riche, en fait, qu'il s'agisse du silence des témoins qui déposent, des accusés ou des parties civiles qui répondent aux questions. On sort juste l'instant du silence de la nécessité qu'il y ait soit du bruit, soit une parole, soit quelque chose, enfin... On s'arrête de mettre quelque chose dans l'espace. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les silences. Dans les silences qui peuplent l'audience, il y a ceux des accusés. Par exemple, celui de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos. Le 30 mars, il refuse de parler.
Le silence d'Abdeslam qui voulait pas parler. Une chape de plomb. Claire Josserand-Schmitt, avocate de partie civile. C'est le jour où il doit s'exprimer sur les faits, sur l'attentat, le 13 novembre. Donc on l'attend pour qu'il nous raconte son 13 novembre, où il était, ce qu'il a fait, et comment s'est passée la nuit, où il était à 22h, 23h, à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Il dit rien. Alors que la salle était bondée, mais bondée. Tout est entendable, sauf le silence. Mercredi 30 mars 2022. 13h02. Salah Abdeslam souhaite faire usage de son droit au silence. Le président lui dit que c'est son droit le plus absolu, mais que ses explications sont importantes pour les parties civiles. Salah Abdeslam répond qu'il a déjà parlé pour les parties civiles, après être resté silencieux pendant 6 ans. Au début du procès, il voulait se taire, puis a changé d'avis pour donner des éléments aux victimes. Il dit qu'il n'en peut plus. Il explique qu'il préfère se taire pour ne pas être provocateur. Le président lui demande s'il a conscience que ça peut être considéré comme provocateur. Salah Abdeslam répond qu'il ne pourra pas mettre tout le monde d'accord et qu'il a le droit au silence. D'autres accusés ont dit des choses quand même plus concrètes, parce qu'ils ont participé à des choses ou pas. Au moment de la suspension, je capte la réaction de Bruno Poncet, partie civile, face aux journalistes. Et moi, j'essaie de pas mettre de sentiments personnels là-dedans. Hein. C'est un procès, hein. C'est pas... Donc on va essayer quand même de garder un peu notre sang-froid. Et faut que quand il parle ou quand il parle pas, il n'y a pas réellement de différence en fin de compte. Mais même au sein des parties civiles, tout le monde n'est pas d'accord sur le droit au silence. Mardi 22 mars 2022, 17h38. Un avocat de partie civile voit dans l'exercice du droit au silence l'expression d'un mépris envers les parties civiles. Il est contredit par une autre avocate de partie civile dont les clients sont, eux, très attachés au droit au silence. Toute personne dans une situation d'avoir à répondre à des questions, alors que ces réponses sont susceptibles d'être utilisées dans une procédure judiciaire, doit être mis en mesure d'exercer un droit au silence. Orly Rezlan, avocate de la défense pour Mohamed Bakali, accusée d'avoir joué un rôle primordial dans la recherche d'armes et la logistique des attentats du 13 novembre. Et le droit au silence, au fond, c'est le droit de ne pas s'auto-incriminer. Le client d'Orly Rezlan, Mohamed Bakali, a décidé de faire usage de son droit au silence et donc de ne répondre à aucune question. Ça doit être une expérience particulière, la situation dans laquelle ça vous place en tant qu'avocate. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, d'avoir à parler pour quelqu'un qui n'a pas parlé. Je mesurais le côté presque fou du rôle qui m'était imparti, alors que des réquisitions à une peine perpétuelle étaient prises contre lui. Et bien entendu, ça n'était pas mon rôle que d'essayer de me faire le ventriloque de déclarations qu'il n'avait pas faites. Ça, c'était sûr, oui. Alors il fallait que je trouve un moyen d'exprimer sa position à l'égard des faits, tout en restant son avocat. Il y a une ambiguïté dans le silence. Ou du moins, il peut avoir plusieurs sens en même temps, contradictoires. En tout cas, aussi étrange que ça puisse paraître, le choix du silence n'est pas nécessairement un refus d'échanger. On s'est beaucoup regardé avec Mohamed Bakali, énormément. Il y a eu des sourires et puis des interférences. Claire Josserand-Schmitt, avocate de partie civile. Je devinais pour lui parfois petite difficulté à ne pas répondre. La façon dont il sursautait quand il entendait quelque chose qui était dit sur son compte qui ne correspondait pas à la réalité selon lui. Il a eu toujours un petit mouvement du corps comme s'il était prêt finalement à dire quelque chose, puis il se ravisait immédiatement parce que c'était son choix stratégique. Il n'était pas rare que nos regards se croisent à ce moment-là, d'une forme d'amusement, parce que évidemment quand on est aux assises et qu'on comparait, en fait c'est viscéral, on a besoin de se défendre. C'est un choix stratégique qui ne devait pas être tous les jours très facile à tenir. Ben oui, c'est très difficile de se taire. C'est très difficile de se taire. C'est un peu comme une grève de la faim. Vous décidez de rompre avec un usage très solidement ancré chez les êtres humains qui est de répondre lorsqu'on vous pose une question. Les accusés, donc, ont le droit de se taire. Mais il y a aussi certaines victimes qui souhaiteraient être entendues et dont les voix sont silenciées.
notamment celles qui ne sont pas reconnues comme partie civile. Il y a plusieurs groupes de victimes, soit taiseuses, soit invitées à se taire. Je pense notamment aux habitants de la rue du Corbillon, à Saint-Denis. Sandrine Lefranc, sociologue. Qui sont venues au procès alors qu'elles n'étaient pas reconnues comme partie civile. Le 13 novembre, 2 des terroristes des Terrasses, accompagnés de la cousine de l'un d'eux, se réfugient dans un immeuble à l'angle du 48 rue de la République et de la rue du Corbillon, à Saint-Denis, en région parisienne. Euronews, 18 novembre 2015. Des rafales de tirs, des explosions. Les habitants de Saint-Denis ont été réveillés ce matin par une véritable scène de guerre. Vers 4h du matin, les policiers d'élite et de la gendarmerie lancent l'assaut contre un appartement de la rue Corbillon. Cela a fini, cet assaut policier, par une explosion généralisée, pendant que les habitants des familles, et souvent des familles défavorisées, de migrants, voilà, un public particulier en regard de la sociologie des victimes des attentats de novembre, ceux-là ont été confinés en toute fin de témoignage et pas tout à fait accueillis de la même manière. Ils ont témoigné un vendredi. La salle d'audience se vidait à mesure que l'après-midi avançait. Pourtant, à la barre, ils racontaient de véritables scènes de chaos et de guerre. La violence de leur traumatisme m'a laissé sans voix. Et puis j'ai découvert la précarité dans laquelle on avait laissé ces victimes. Elles ont vécu un truc terrible, certaines étaient toujours traumatisées, il y avait parfois aussi des blessures physiques, notamment au niveau acoustique. Pauline Jarreau, anthropologue. Des enfants qui sont en échec scolaire, et puis enfin, c'est terrible de ne pas avoir pu rentrer chez soi, certains ont dormi dans leur voiture pendant des mois ou des années, enfin bref. C'est un peu la double peine, ils n'avaient jusqu'alors pas été reconnus victimes d'un acte de terrorisme par la justice, ils étaient reconnus victimes d'une faute sans responsabilité de l'État français. Et évidemment, ça ouvre pas les mêmes droits et ça ouvre pas non plus le même statut. La Cour a finalement autorisé qu'elles viennent déposer, je crois que c'était le dernier jour de la seconde session des témoignages au printemps 2022. Et elles incitaient là-dessus, c'est-à-dire on a vécu des choses similaires, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas reconnu victime du terrorisme. Ces voix silenciées, à force de lutte, vont finalement réussir à se faire entendre. Le 25 octobre 2022, 4 mois après la fin du procès, les habitants de l'immeuble de la République ont été reconnus partie civile. Il y a d'autres victimes encore, celles que l'on n'a pas entendues en audience. Mardi 31 mai 2022, 20h32, plaidoirie sur le thème des absents, des silencieux et des oubliés. À propos des raisons au silence de certaines parties civiles, la peur d'être noyé dans la masse, la peur d'être submergé par les émotions, le refus de l'injonction à la résilience. Certaines se disaient qu'elles ne seraient pas de bonnes victimes, tellement d'autres parlaient bien. Certaines n'avaient pas le besoin de parler, mais plutôt d'écouter. Celles qui ne se sentent pas légitimes. Certaines ont eu peur d'entendre des discours de haine et de division, et se disaient qu'elles déposeraient si ça prenait cette tournure. Mais ça n'a pas été le cas, donc elles n'ont pas déposé. Des victimes qui sont également passées sous le radar des chercheurs, parce qu'elles ne sont pas venues à l'audience. Impossible aujourd'hui de savoir combien ne se sont pas manifestées. Et il y a toutes celles aussi qui sont restées complètement à l'écart de cet événement judiciaire et que ce documentaire lui-même laisse de côté. Quant à moi, j'ai compris qu'il était impossible de transmettre un tableau exact et complet de tout ce qui s'est joué à ce procès. C'est comme reconstituer un puzzle, mais à la fin, il manque toujours plein de pièces. Il faut accepter de faire avec ces vides-là.
Le silence qui m'a marqué, moi, c'est la phrase d'un policier. Il était entré dans le Bataclan, avait fait face au silence de mort de tous ces corps inertes qui pourtant n'étaient pas tous morts. Ces corps, vivants, se taisaient, terrifiés. Et comprenant peu à peu qu'ils n'étaient plus en danger, ils ont appelé à l'aide. Sur ce moment, le policier, à la barre, visiblement spectateur des mots qui sortaient de sa bouche, a dit « Et le silence absolu a commencé à se taire. »